François-Thierry Cherrier, les organisations de retraités ont tenu leur 10e congrès en mars dernier. Ce congrès a été préparé de façon assez originale puisque vous avez fait un tour de France des unions syndicales. Quels enseignements dégagez-vous de ces rencontres et de ces débats du congrès? La première chose, c'est que ça a déjà été une réussite puisque entre les réunions du Tour de France, donc la visite de toutes les unions syndicales, départementales et les 7 forums qu'on a organisés, on a rencontré plus de 2200 militants et syndiqués. On voit bien qu'il y a ce malaise qui s'instaure parmi les retraités et que la première source d'inquiétude, c'est essentiellement la question du pouvoir d'achat. En lien avec cette question du pouvoir d'achat, la question de la santé et des transports, où on s'aperçoit par exemple que les gens ont du mal à payer leurs complémentaires santé, à subvenir à tous les besoins en termes de médicaments, de frais médicaux, et que c'est vraiment juste à la fin du mois. Bon, je ne dis pas que c'est pire que les actifs ont aussi leurs problèmes, mais les retraités, ça devient une question préoccupante. Et ça rejoint les différentes sources que l'on connaît qui nous signalent une paupérisation des retraités assez rapide. Et je pense que c'était intéressant de le faire. Ça nous permet de réévaluer ou réajuster notre carrière revendicative pour justement coller à la réalité, aux besoins, et pas simplement à partir de Montreuil faire des propositions. C'est bien d'écouter ce qu'ont à dire nos camarades retraités, leurs conditions de vie, leur vécu, leur histoire. On ne peut pas aujourd'hui, je veux dire, calquer. Il y a tellement de différences et de situations diverses. Par exemple, si on est en ville, il y a la question des transports urbains qui est moins criante que dans les départements ruraux, où on a des camarades qui n'ont plus aucun moyen de locomotion pour se déplacer. Donc ce qui les oblige pour certains, soit à se rapprocher de leurs enfants, quand c'est encore dans le cercle restreint, ou alors quitter leur logement pour revenir en ville, s'ils le peuvent, et ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'y compris des logements sociaux, il n'y en a pas. Effectivement, les politiques d'austérité n'ont pas épargné les retraités. Effectivement, il y a un débat qui s'instaure. Le premier point, le point de départ, c'est que les salaires en France ont stagné, voire régressé, que beaucoup de salariés actifs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sont au SMIC. Bon, tout ça, ça vient du fait aussi qu'il y a les allègements des cotisations patronales, donc dans un volume assez important, donc il n'y a rien qui tire les salaires par le haut. Et après, vouloir comparer un niveau de retraite avec un niveau de salaire, ça pose un problème. Le premier problème que ça pose, c'est qu'il y a rupture du contrat social passé. C'est-à-dire qu'à la mise en place des retraites par répartition, les salariés ont passé quelque part un contrat, puisqu'ils ont cotisé à une certaine hauteur pour percevoir une retraite qui était censée, y compris s'améliorer avec des revalorisations. Et aujourd'hui, comparer une retraite, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé maintenant, on va dire 42 ans, à quelqu'un qui arrive sur le monde du travail, ça pose un problème éthique même. On ne peut pas reprocher à un retraité de gagner trop. Non, le retraité gagne ce qu'il devait gagner. Et encore, je trouve que c'est beaucoup renié ces derniers temps. Non, je pense qu'il y a une politique salariale en France qui conduit justement à opposer le salarié actif, jeune qui travaille, qui rentre sur le monde du travail, et puis le retraité qui serait bien aisé. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que travailler avec un peu plus de 1200 euros, vivre avec plus de 1200 euros, c'est pas spécialement évident. De toute façon, qu'on soit jeune salarié ou jeune retraité, ou même retraité un peu plus âgé, il faut quand même se nourrir, se loger, le transport, avoir des loisirs. Les impôts, c'est les mêmes, les retraités payent des impôts comme tout un chacun. Donc les besoins sont les mêmes, les besoins vitaux sont les mêmes. Donc on n'a pas, de notre point de vue, à opposer les catégories entre elles. Et les politiques d'austérité, ça démontre bien qu'il y a une logique européenne, puisque, je le disais tout à l'heure, y compris quand on a rencontré nos homologues grecs, ils nous disaient qu'en 3 mesures gouvernementales, ils avaient eu moins de 25% sur leur retraite, sur le niveau de pension. Nous, en France, c'est un peu plus insidieux. Les différents gouvernements, et particulièrement donc les deux derniers, par des mesures qui ne sont pas simplement des mesurettes, attaquent ce pouvoir d'achat. Et quand on regardera au bout du bout, on n'y sera pas loin. Par exemple, quelqu'un qui est parti en retraite avant 2003, même profession, un ouvrier de la métallurgie, mettons, qualification P3 maximum,
Et aujourd'hui, on part en 2014, on part avec 17% d'écart. C'est 17%. Voilà, les retraites en France baissent. Et donc, la politique d'austérité et ce que les gouvernements mettent en place, ça vient encore aggraver ce phénomène. Donc c'est là où les retraités disent non, c'est plus viable. Et puis les actifs, à leur façon, le disent aussi par rapport à leur pouvoir d'achat qui n'augmente pas, leur salaire qui stagne. Et puis, bon, je dis, près d'un salarié quand même sur deux est au SMIC. Alors, il y a eu toute une série de réformes qui concernaient les retraites. Il y a aujourd'hui des mesures qui impactent le pouvoir d'achat des retraites. Tout ça réduit les conditions de vie des retraités. Est-ce que ça a au moins le mérite d'apporter quelques solutions aux difficultés des régimes de retraite? On s'aperçoit, le premier élément, dès l'instant où on est une retraite par répartition, s'il n'y a pas de cotisation, les systèmes ne sont pas viables.